ASMR et j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo compte rendu où je vais vous parler principalement lecture puisque j'ai lu pas mal de livres ces derniers temps. J'étais en vacances et du coup j'en ai profité et du coup je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai lu et aussi de deux films que j'ai revus. Alors on commence avec Amélie Nothomb, Stupeur et Tremblement que j'ai fini aujourd'hui. Je l'ai lu très vite, il se lit très vite puisque je l'ai commencé hier soir et je l'ai fini aujourd'hui. Donc l'histoire c'est quoi? Eh bien c'est une histoire biographique, autobiographique de Amélie Nothomb quand elle était au Japon et qu'elle a commencé à travailler dans une entreprise japonaise. Mais de par le décalage culturel, de par certaines maladresses qu'elle peut avoir et la dureté du système d'entreprise japonaise et de la culture japonaise, eh bien ça se passe très 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 mal pour elle. Et donc elle raconte son expérience avec évidemment un côté quand même assez humoristique. Ça se lit très 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 facilement. Donc il n'y a aucun chapitre, tout s'enchaîne. Et vraiment c'était très agréable à lire. Donc je l'avais lu déjà il y a longtemps. Il y a, je sais même pas, je pourrais même pas dire, je dirais plus de 15 ans. Et j'avais aimé. Je crois que c'est le premier Nothomb que j'ai lu. Et du coup ça me donne envie d'en lire d'autres parce que vraiment j'ai passé un très bon moment. Alors ouais, vraiment c'était assez léger. Elle aborde les choses quand même avec beaucoup de dérision et d'humour. Là où ça pourrait être assez lourd. Mais là c'est pas du tout le cas. Et donc c'est vraiment agréable. C'est pas très long, vraiment c'est pas long parce que vous voyez là le livre il fait environ 170 pages et c'est écrit vraiment gros donc ça se lit très très vite. Et vraiment c'était un très bon moment à la lecture. C'est aussi bien écrit je trouve. Je trouve qu'à la fois elle a un style bien à elle qui est très agréable, très facile à lire, mais en même temps c'est bien écrit. Vraiment, on sent qu'elle a un talent. Alors, écoutez, j'en lirai d'autres de nos tombes, et puis je vous ferai des comptes rendus des prochaines lectures. Là, j'en ai pas dans ma bibliothèque, mais on peut assez facilement en trouver en ressourcerie ou en trouver en vide-grenier. Mais il faut que j'aille voir à la bibliothèque du village à côté, parce que ça se trouve ils en ont. Et s'ils en ont, bah écoutez, j'en profiterai. J'en prendrai un autre pour le lire. Stupeur et tremblement donc. Vraiment ça montre un peu l'absurdité du système et le décalage avec le nôtre. Et jusqu'où en fait ça peut aller finalement. Le fait de respecter une autorité à tout prix et un code de l'honneur qu'on ne peut jamais bafouer, ça crée des situations compliquées et qui peuvent être risibles et ou les deux dramatiques. Donc Stupeur et Tremblement, je vous le conseille si vous ne l'avez jamais lu. Ensuite, Sukwan Island, j'en avais parlé dans les derniers achats, c'est de David Van. C'est un récit qui se découpe en deux parties. La première partie est assez sombre, mais il y a quand même des touches de lumière. Là, je peux vous en parler. Et la seconde partie, je peux plus du tout vous en parler parce qu'il se passe quelque chose d'important en milieu de bouquin.
qui conditionne tout le reste et qui donne une vision particulière à l'œuvre. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une œuvre particulièrement noire et triste, où on n'en sort pas indemne, vraiment. Euh, c'est donc l'histoire d'un père et son fils, un fils adolescent. Ils ont très peu de liens ensemble et il se trouve que le père souhaite partir avec son fils dans une cabane proche de l'Alaska sur une île, donc l'île de Sequan, et pour faire un peu de la survie avec lui. Sauf que ça se passe, je ne veux pas vous dire vraiment ce qui se passe, mais ce qui est sûr, c'est que le père ne va pas bien et le fils n'y va pas vraiment de gaieté de cœur. Et ils ont un lien tous les deux qui est très particulier, distant et dans l'incompréhension mutuelle. Donc pendant toute cette première partie, on s'intéresse à ce lien, à des traumas, à des incompréhensions, le tout avec de la survie dans la nature. Et après, il se passe des choses extrêmement sombres qui font que la deuxième partie, et c'est très bien écrit, et c'est une œuvre dont je vais me souvenir, mais elle n'a pas été facile à lire parce qu'elle était vraiment très dark, très dark. Et en même temps, oui, ça interpelle, ça fait se poser des questions sur les personnages, des questions sur soi-même. L'édition aussi est très belle, on a une postface de l'auteur, enfin des remerciements et aussi des explications par l'auteur, ce que je trouve très intéressant. Et en plus, quand je l'ai lu, je me suis dit mais purée, ça ferait un très bon film. Et en cherchant sur Google, j'ai vu que en fait, il y avait une adaptation qui était en cours de tournage et que donc c'était pour bientôt, je sais pas quand, je suppose ce sera pour 2025, mais il y aura un film sur One Island. Donc je vais, je pense, m'intéresser à d'autres livres de David Van. Mais doucement, mollo, c'est très dur. Donc je vais en lire au compte-gouttes pour éviter que ça casse de trop mon moral. Mais c'était très bien. Et vraiment, je trouve l'édition jolie. Pour une édition de poche. Ensuite, un manga, le tome 29 de One Punch Man, qui est finalement dans la lignée des précédents, avec différents monstres, les super-héros. Mais il y a un truc qui m'a marqué par rapport aux autres. Je peux pas vous montrer, mais je vais quand même vous montrer des dessins. Mais il y a des scènes extrêmement gore pour du shonen. J'étais étonné parce que jusqu'à maintenant One Punch Man, où il y avait quelques effets gore, mais c'était léger. Mais dans ce tome, j'ai trouvé que c'était vraiment très gore. Il y a vraiment des scènes, je peux même pas vous montrer, de démembrement, de personnages quasiment réduits en bouillie avec les os fracturés et tout, enfin des trucs hyper violents. Je m'y attendais pas du tout. Et ça m'a un peu pas choqué, parce que j'en ai vu plein des mangas violents, mais étonné pour One Punch Man. Après, au niveau de l'intrigue, je trouve que ça tourne beaucoup en rond, c'est toujours très agréable à lire. C'est toujours très impressionnant au niveau du dessin. Mais je vais vous montrer un peu encore.
hein. Mais je trouve que clairement, ouais, ça tourne en rond. Après là, étonnamment, on a quelques morts, voilà. Je m'y attendais pas du tout, du tout. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est étonnant, ouais. Après, ouais, je trouve que tout cet arc avec les, les monstres et tout ça, là, c'est long. C'est trop long. Et vraiment, ça tourne en rond et on a l'impression qu'ils savent pas comment conclure. Je pense qu'on est quand même sur la fin, mais ouais, je continue parce que j'adore One Punch Man. C'est un de mes mangas préférés. Et donc c'est toujours un plaisir, ça se lit toujours facilement. Mais je vois pas où est-ce qu'ils vont en fait avec cet arc. Toujours en livre. On a Piège nuptial de Douglas Kennedy. Je vais pas trop vous dire des choses sur le synopsis parce que le livre est pas trop long, il fait 250 pages. Et je veux pas vous cacher l'intrigue, même si bon en même temps c'est écrit dans le synopsis. Hein. Mais moi aussi je vais vous dire quand même l'intrigue de base, hein. Après tout c'est écrit derrière le bouquin. Donc on suit Nick qui est un journaliste américain qui plaque son boulot pour aller faire un road trip au fin fond de l'Australie, dans le bush australien, donc un peu la zone désertique quoi, où il n'y a pas vraiment de ville, et ben toutes les villes, les villages sont à beaucoup de kilomètres et ça c'est dangereux. Et donc on le suit et il a un accident, il écrase un kangourou, il abîme sa caisse, un minibus qu'il vient d'acheter, et il tombe un petit peu sous le charme d'une femme assez particulière qu'il du coup prend en stop, enfin elle s'impose un peu. Et finalement, il est drogué, enlevé, et il se retrouve piégé dans un village au fin fond de l'Australie qui n'apparaît même pas sur une carte. Et ça devient très compliqué pour lui pour savoir comment en partir. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de suspense, que les personnages étaient tous très bien écrits. On comprend en fait les problématiques de chacun, même si au début certains personnages peuvent paraître détestables. Mais il y a un véritable background derrière ces personnages au premier abord assez noirs. Et il y a une touche d'humour qui fait que ça se lit très bien. On se demande vraiment comment il va réussir à s'en sortir. Il y a beaucoup de suspense et tout le monde est vraiment bien écrit. Et jusqu'au bout, on se demande comment ça va aller pour lui. C'était vraiment bien, franchement. C'est ma maman qui me l'avait conseillé. Et franchement, si vous tombez dessus, bah foncez, c'était top. Pardon, je vais y arriver. Piège nuptial de Douglas Kennedy. Ensuite, un livre que j'avais lu il y a longtemps, mais que je n'avais pas... Bah, je me souvenais de certaines choses, mais j'avais oublié beaucoup d'autres. C'est le début de la trilogie du mal de Maxime Chatham, auteur de thrillers français. C'est L'âme du mal. Donc L'âme du mal de Maxime Chatham. L'histoire, eh bien, on suit l'inspecteur Joshua Brolin. Et bien, en fait, au début du bouquin, il y a une
jeune fille qui s'est fait enlever par un serial killer qui s'appelle, qui est surnommé le bourreau de Portland. Et Joshua Brolin, il va le tuer pour sauver cette jeune femme. Donc il est enterré. Et un an plus tard, il y a à nouveau un meurtre. Un meurtre qui a exactement les mêmes caractéristiques que les meurtres de ce bourreau de Portland qui est décédé. Et donc, Joshua Brolin et ses collègues policiers mènent l'enquête. Et on a aussi des chapitres donc avec Brolin, et on a aussi des chapitres avec Juliette, qui est en fait la jeune femme. La jeune femme qui a survécu l'année précédente. Et on suit les deux personnages dans leur avancée. Et bah c'était très bien. Alors au début j'avais un peu du mal à me mettre dedans parce qu'en fait il donne énormément de détails techniques sur les enquêtes américaines, comment ils procèdent, sur le jargon, sur la police scientifique, etc. On sent qu'il s'est énormément renseigné, mais du coup c'est vrai qu'il en dit tellement que des fois c'est pas évident au début à se mettre dedans. Et au bout d'un moment vraiment j'étais happé par le livre. Je dirais vers la moitié. Et après j'ai enchaîné sans aucun problème. Donc je vais continuer après avec, je crois que le deuxième de la trilogie c'est Maléfice il me semble. Donc je vais lire Maléfice, il me semble qu'il y a une histoire d'araignée dedans. Ouais, c'était bien. En plus le personnage de Joshua Brolin, je trouve qu'il est vraiment attachant et bien écrit. Et on a envie de le suivre dans d'autres aventures. Donc pour ça c'est bien, je sais qu'il y a 2 autres livres avec lui. Donc on a vraiment envie de le voir enquêter, d'en savoir plus. Et ça se lit vraiment bien. Franchement c'était cool. Donc l'âme du mal. Non, le deuxième, pardon, c'est In Tenebris. Et le troisième c'est Maléfice. Voilà. In Tenebris le second. Donc je vais enchaîner avec In Tenebris. Chatham que j'aime beaucoup. J'ai réinvesti dans d'autres livres de Chatham que du coup je vais lire prochainement, notamment Predator, la théorie Gaïa, les arcanes du chaos. J'ai aussi la conjuration primitive, la patience du diable. J'en ai pas mal. Donc voilà, c'était le premier que je voulais relire de lui. Lire ou relire. Ensuite, encore un livre, je vous avais dit que j'avais pas mal lu. Il s'agit de Super Mario. Tout a commencé avec Mario. Dans la collection Jeux vidéo de légende, RBA, je pense que c'est l'éditeur. C'est une collection qui sort en presse que j'ai eu, enfin ce premier volume, puisque c'est le moins cher à 3,99 €. Bon, à ce prix-là, le bouquin vaut carrément le coup. Après, le volume 2 passe à 11,99 € et le 3, 12,99 €. Donc ça fait tout de suite plus cher. Donc je pense que je vais pas forcément prendre les autres, ou alors que certains volumes spécifiques qui m'intéressent. Cela dit, l'édition est jolie. Voilà, j'aime bien la couverture qui brille. Et il y a pas mal d'informations en seulement 130 pages. Donc c'est du papier un peu style recyclé. Et en fait ça se présente comme ça. On a des chapitres par sortie de jeux vidéo. Donc d'abord le premier Super Mario Bros. Après on a Super Mario Bros 2. On a Super Mario Bros 3. On a Super Mario Land, Super Mario Land 2, Mario Kart, Smash Bros, etc., etc.
intéressant parce que, bon, déjà c'est assez facile à lire, c'est pas trop long, ça donne vraiment l'essentiel des informations sur les jeux, que ce soit au niveau des idées de développement, du marketing, de la jeunesse des projets, mais aussi du gameplay. Qu'est-ce qui était novateur à l'époque au niveau des gameplays pour chacun de ces jeux et en quoi ils ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Et on se rend compte que quasiment chaque jeu Mario de cette époque a marqué le jeu vidéo d'une empreinte. C'est quand même assez hallucinant. Et ce qui nous paraît finalement assez simple et basique aujourd'hui, parce qu'en fait on en a eu des tonnes, hein, des platformers 2D comme Mario, des Mario-like quoi. Et bien à l'époque c'était nouveau et novateur. Et franchement c'est top. Je pense que je vais vous faire une lecture du tout début du bouquin qui explique la genèse de la création de Mario, avec notamment le jeu Donkey Kong, avec notamment le jeu Donkey Kong qui est sorti en 81, puis après Mario qui est devenu le héros d'un jeu. Ça peut être intéressant, vraiment cette jeunesse-là, il y a des choses intéressantes. Et ça peut faire une bonne lecture, je pense que je vais m'y atteler cette semaine. Ce sera pas trop long en plus, je vais vraiment m'axer que sur le premier Super Mario Bros et l'avant Super Mario Bros. Donc voilà, c'était une bonne lecture, que j'ai eu un très bon prix. Après je pense pas forcément prendre le reste de la collection, parce que je trouve que ça fait un peu cher finalement la suite pour le contenu. Mais à 4 euros c'est un beau bouquin, voilà. C'est un beau bouquin sur Super Mario que je suis content de posséder. Et j'ai quand même appris des choses. Pas tant que ça parce que je connaissais déjà pas mal, mais quelques petites anecdotes. Et on passe au film. Alors un que j'ai regardé hier, je l'avais déjà vu, c'est un de mes plaisirs coupables. Il s'agit de Alien versus Predator. Et oui, Alien versus Predator, oui, c'est un plaisir coupable pour moi. Ce n'est pas un grand film. Bon, je considère pas non plus que ce soit un mauvais film. C'est un film moyen, mais c'est un film devant lequel je passe toujours un bon moment. Il a assez pas de plafond, hein. Il faut pas s'attendre à de la folie. Le scénario c'est quoi? C'est un crossover entre l'univers de Alien et l'univers de Predator. Bon, jusque là, je pense que vous me suivez. Donc, on a un temple qui est sous terre, qui est découvert par des scientifiques qui veulent aller le visiter. Et à l'intérieur, il se trouve que c'est un terrain de chasse pour les prédateurs, où il y a des... Voilà, une reine alien qui pond des œufs. Cette reine alien, elle... voilà, les œufs en fait, voilà, les humains sont utilisés par les prédateurs comme du bétail pour faire naître les xénomorphes. Et après les prédateurs, ils se battent contre les xénomorphes pour un genre de rituel, un rituel de passage. Et donc, on suit les humains qui essayent de survivre au milieu des xénomorphes et des prédateurs qui s'entretuent. Et bah c'est sympathique, voilà. C'est vraiment pas évidemment au niveau d'un Aliens ou Alien 3, mais, et même de Résurrection je dirais. Mais c'est une série B sympathique. Au niveau des aliens et des prédateurs, ils sont super bien foutus. Enfin des xénomorphes plutôt que des aliens. Au niveau des xénomorphes, ça reste le haut du panier de Paul W.S. Anderson. Bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup de mal à ça, puisque ses meilleurs films en dehors de ça, c'est... eh bien... ah, il y a un film de SF, merde, comment il s'appelle? Event Horizon, qui sont meilleurs. Et
après c'est Mortal Kombat et Resident Evil qui sont pas du tout des chefs-d'œuvre. Je considère que sur Alien vs Predator, c'est son deuxième meilleur film peut-être après Event Horizon. Ouais, je dirais ça. Je dirais ça, ouais. Même si j'ai de la sympathie pour Mortal Kombat et même pour Resident Evil, mais je considère que celui-là c'est le deuxième meilleur. Mais c'est un de mes plaisirs coupables. Alors il y a des trucs assez aberrants qui se passent, notamment les aliens. Cette fois, une fois que les xénomorphes, une fois que les facehuggers en fait ils ont pondu dans un hôte, genre en une minute, le xénomorphe il sort, là où normalement ça prend des plombes, je sais pas pourquoi, c'est juste pour gagner du temps. Et puis le Predator qui team up avec la nana à la fin et tout, je trouve ça un peu abusé. Mais c'est rigolo, voilà. Alors à la fin du film, il y a un twist qui est censé conduire à Alien vs Predator Requiem que j'ai jamais réussi à regarder. Il va falloir que j'essaye, mais le film est tellement sombre. Le Alien vs Predator Requiem, il est tellement sombre que en fait on voit que dalle. On voit que dalle, vraiment. Et du coup c'est un enfer à regarder, donc j'aimerais quand même le voir, mais c'est un film qui a très mauvaise réputation et je pense à raison. Et en fait dans ce Alien vs Predator Requiem, on a le Prédalien en fait, hein, qui est un xénomorphe issu du Predator. Voilà, et du coup c'est pas mal quoi, juste le concept. Le concept est rigolo, mais bon après, de là en faire un film complet, je sais pas. Mais finalement, ils ont repris un peu. Il y a un peu cette idée déjà dans les Aliens, et c'était déjà le cas avec Alien 3, il me semble, et ça a été repris après avec Prometheus, que en fonction de l'endroit où naît le xénomorphe, il a des caractéristiques différentes, puisque le xénomorphe de Alien 3 qui sort d'un chien, il a des caractéristiques différentes du xénomorphe qui sort d'un être humain. Et c'est repris tout ça encore après dans Prometheus ou Covenant. Et ça existe donc dans Alien vs Predator avec le Prédalien. Donc en soi, pourquoi pas. Et on termine avec Jason X ou Jason 10 qui est en fait le 10e vendredi 13, que j'ai bien aimé, qui est très fun, très con, mais rigolo. C'est un film voilà, qui se prend pas du tout au sérieux, qui pousse les potards à fond. Les meurtres sont assez rigolos, ça se passe dans le futur, c'est un univers de science-fiction, il y a même un robot et tout, c'est assez rigolo. Il y a une scène où notamment le robot se bat contre Jason, il gagne, mais après Jason, il se transforme en méga Jason de la mort, là, je crois qu'il l'appelle le Uber Jason, avec son masque métallique et tout, un corps un peu cybernétique, qui devient surpuissant, après il latte la tronche de tout le monde, bref, ça c'est rigolo. Il y a une scène aussi que j'ai trouvé assez drôle, en réalité virtuelle, où il éclate deux personnes dans un sac de couchage contre un arbre, qui est un hommage à un autre vendredi 13. Bref, il se passe pas mal de trucs vraiment drôles. Enfin, en tout cas drôles, pour peu qu'on aime les slashers et qu'on prenne pas trop ça au sérieux. Parce qu'évidemment ça reste gore, mais vraiment le film se prend pas du tout au sérieux. C'est pas possible d'avoir peur devant quoi, c'est clairement un film d'horreur marrant. Je pense qu'on peut le dire. Mais c'est gore quand même, hein. Il y a vraiment des meurtres gore. Je me souviens particulièrement du premier meurtre qui est vraiment sympa. Et voilà, c'était chouette. C'était un bon moment.
vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.